Bienvenue dans ce quatrième module d'une série de 4 modules consacrés au processus IPM, Ingénierie pédagogique multimédia, c'est-à-dire à la conception de ressources pédagogiques numérisées. Dans les précédents modules, nous avons, dans le tout premier, donné une vue d'ensemble de toutes les étapes constituant ce processus. Vous le voyez, elles sont au nombre de 3. Dans le second module, nous abordons en détail l'étape 1, qui concerne le découpage par objectif de l'ensemble de votre formation et donc qui va permettre l'identification des différentes ressources pédagogiques à produire et à publier. Nous avons considéré l'étape 2 du processus IPM, à savoir la conception de la ressource pédagogique elle-même. Nous nous sommes penchés sur la façon d'introduire de la pédagogie à l'intérieur et nous avons vu qu'il existe 3 documents de production intermédiaire extrêmement importants dans cette étape. Le synopsis qui permet une description approfondie de la ressource, le storyboard dans lequel nous allons pouvoir décrire étape par étape chaque scène, chaque écran de la ressource pédagogique et le script qui va donner toutes les considérations techniques qui vont permettre la production. Nous sommes donc maintenant prêts pour envisager l'étape 3, c'est-à-dire l'étape de production. Les objectifs pédagogiques de cette séquence sont doubles. La première partie concerne à obtenir des repères sur les activités clés de cette étape, notamment sur le choix des outils de développement, la production et le référencement des assets, la charte graphique, et puis aussi vous permettre d'identifier les étapes de cette production de contenu depuis l'intégration des différents éléments jusqu'à la publication et l'intégration de la ressource sur son support de diffusion. Entrons donc sans tarder dans cette étape et voyons les activités qui la composent. Vous le voyez, 3 grandes activités à l'intérieur de cette étape. Production des assets, développement proprement dit et publication. Commençons par la toute première activité, la production des assets. Ce sont tous les éléments numériques qui vont composer votre ressource. Par exemple, tous les assets écrits, tous les textes. Ceux-ci devront être disponibles, rédigés, prêts à l'emploi. Chaque fichier devra être nommé, répertorié par rapport à sa situation dans la ressource qu'il va venir compléter. Et donc, chaque petit texte maintenant et chaque petit asset que vous allez produire va pouvoir trouver une référence qui va lui permettre de le relier à l'un de ses contenus. Donc, dans la production des assets, vous avez des textes, vous avez des icônes, bibliothèque d'icônes, vous avez des voix, vous avez éventuellement des musiques. Par exemple, si vous faites des icônes avec une musique, un jingle, pour une entrée, une sortie, un résultat juste, etc. Vous avez tous les sons qui peuvent accompagner vos démonstrations, par exemple. Si vous êtes par exemple sur un moteur, etc., on peut imaginer des sons. Vous devrez aussi prévoir tous les personnages, les vidéos, les images et les photos. Toutes ces productions devront être dans leur forme définitive. Par exemple, il est très possible que vous récupériez une image, mais qu'entre l'image que vous allez récupérer et l'image que vous allez effectivement utiliser, il y ait un gros travail de post-production à faire, de filtres à mettre, de découpage, de rognage, de changement de couleur, peut-être de mettre des zones sensibles sur cette image, etc. Donc, tout ce travail devra être fait, bien identifié. Tout cela, normalement, c'est votre storyboard qui vous permet d'identifier exactement, précisément de quoi vous avez besoin sur chaque écran. Et maintenant, vous allez produire tous ces différents éléments et vous allez les ranger dans des dossiers pour chacun des contenus. Donc ça, c'est un gros travail à la fois de production, mais surtout de référencement et de rangement. Mais le temps que vous allez passer pour faire cela sera vraiment du temps gagné pour la suite. Ceci complète donc cette première activité, production des assets.
Et vous voyez que cela boucle avec les précédentes étapes. Par exemple, lorsqu'il s'agissait des sources et qu'il fallait trouver toutes les sources, il s'agit maintenant non seulement de les trouver, mais de les produire et de les mettre en forme pour qu'elles puissent être utilisables directement dans la ressource que vous allez produire. Vous êtes donc maintenant prêt pour la grande étape de développement. Généralement, si vous avez bien fait votre travail avant, c'est-à-dire bien écrit le synopsis, le storyboard, trouvé vos sources, vos références, produit les assets, mis tout ça dans des dossiers, normalement, le développement devrait être un travail relativement aisé. Bien. Par quoi va-t-il passer? D'abord, bien sûr, par des choix d'outils. Des outils de développement, alors là nous parlons vraiment des outils de développement de ressources pédagogiques. Nous ne parlons pas de LMS, de Learning Management System, c'est-à-dire de plateforme de formation, sur lequel souvent vous trouvez aussi des outils de développement de contenu. Mais nous parlons ici de tous les outils de e-learning qui permettent d'intégrer dans un même contenu toutes sortes de différents médias, ceux que nous avons vus précédemment, des vidéos, des images, des sons, des icônes, du texte, etc. et de les animer. Donc, comment choisir un outil de développement? Il y en a des milliers de disponibles. Certains sont plus phares que d'autres parce qu'ils sont de choix faciles, de coûts modestes, ils sont faciles d'usage, ils sont pérennes. Donc là, un certain nombre de questions vont se poser pour vous pour le choix de vos outils. Il y aura d'abord tous les outils que vous allez utiliser pour finir vos assets. Par exemple, imaginez, vous avez une image, vous voulez post-produire cette image, vous aurez besoin d'outils. Vous voulez introduire des zones sensibles sur cette image, vous aurez besoin d'outils. Vous avez une vidéo brute, vous voulez la post-produire, y introduire des écrans intermédiaires, des titres, des sous-titres, vous aurez besoin d'outils. Il s'agit là d'outils de production d'assets et pas réellement de produits de développement de ressources pédagogiques numériques. Les outils de production de ressources pédagogiques, eh bien vous allez les choisir en fonction des fonctionnalités attendues. Quels médias voulez-vous intégrer sur votre ressource? Vous devrez trouver l'outil qui le permet. Bien sûr, les coûts. Il y a toutes sortes d'outils free, mais il y a aussi d'outils propriétaires à différents coûts. Vous trouverez sur le web une quantité de références et de blogs qui sont consacrés à toutes ces questions. De la facilité d'usage. La plupart du temps, lorsque vous trouvez un outil, vous pouvez trouver des tutoriels qui vous expliquent comment vous en servir, au moins jusque les premières fonctions. Les fonctions avancées, c'est souvent un peu plus difficile. Le format des ressources à produire, et bien sûr, si vous avez besoin de pages HTML, vous avez besoin de format Flash, de format AVI, quelles sont les sorties que vous attendez? Est-ce que vous voulez des ressources qui puissent être mises sur différents types de supports et consultables aussi bien sur un LMS, sur un PC normal que sur un smartphone? Eh bien, à ce moment-là, vous devrez aussi tenir compte de ces fonctionnalités. Et je vous conseille aussi la pérennité de la solution. Parfois, il vaut mieux produire avec un outil, même s'il est un petit peu payant au départ, et avoir une solution pérenne. Vous pourrez récupérer vos contenus et les actualiser, plutôt que de faire un gros travail sur des choses qui ne sont pas pérennes. Pour illustrer cela, je vous donne maintenant un certain nombre une liste de quelques outils qui sont les outils les plus courants. Et vous voyez que ces outils, pour essayer de les organiser, ils ont été classifiés en 6 différentes catégories. La catégorie des démonstrateurs, par exemple, pour réaliser des didacticiels à partir de, par exemple, un logiciel. Vous voulez faire une démo d'un logiciel. Ce sont le type d'outils que vous pourrez utiliser. Les enrichisseurs. La base de départ d'un enrichisseur, c'est un PowerPoint et ça va vous permettre d'ajouter à cela des commentaires audio, des évaluations, des animations de type Flash. Et après, vous pourrez convertir tout cela dans un format Flash ou HTML5 qui vous permettra de le diffuser. Il y a tous les outils qui vont vous permettre de faire des évaluations de type QCM, texte à trous, zone sensible, appariement, etc. Très important bien sûr dans l'édition de contenu de formation en ligne. Les ateliers.
Alors généralement, les ateliers, c'est une série, ce sont certains outils qui vous permettent de produire des contenus pédagogiques dans une démarche industrialisée de processus de production. Donc il s'agit là, par exemple, d'outils comme Scénari, qui ont toute une gamme de différents outils et qui vous permettent de produire de A à Z tous les types de contenus dont vous avez besoin. La création très à la mode aujourd'hui de Rich Media, qui permet l'intégration de vidéos synchronisées avec d'autres documents. Et enfin, les agrégateurs qui permettent d'agencer des contenus déjà existants et créés par différents logiciels auteurs. Ils génèrent ensuite ces contenus sous forme d'un package au format SCORM. Donc ça, c'est très important, notamment pour une formation qui va être légale et pour lequel vous aurez besoin d'un tracking lorsque les apprenants viendront la suivre. Dans les prochaines pages, voici, je vous montre un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, Reload, le tout premier, est un exemple type d'agrégateur qui vous permet de faire des packages SCORM à partir de tous les ingrédients que vous allez mettre dans votre parcours pédagogique. Parmi les ateliers, vous voyez CourseLiner, Composica, eLearning Maker, Exe, Innovae Publisher, Moz Solo, Tactic, etc. Storyline qui vous permet aussi de faire beaucoup de choses très différentes. Articulate pourrait aussi faire partie de cette liste. Si je continue, quelques autres outils que nous pouvons vous proposer. Donc par exemple Camtasia qui permet de faire des vidéos et qui est un démonstrateur parfait pour faire des tutoriels. Ça, ce sont plutôt des enrichisseurs, par exemple PointOfx, ça vous permet d'illustrer un PowerPoint lorsque vous êtes en train de l'enregistrer. Et puis, en ce qui concerne les quiz, ben voilà, quelques-uns, NetQuiz, Perception, Quiz Manager, et tout ce qui est production vidéo aussi ici, qui est très très important aujourd'hui. Des solutions comme Momentum, Mediasite, Invicast, Raptivity, etc. Bien, donc ça c'était sur le chapitre choix des outils. Maintenant, la deuxième chose que vous devrez faire, c'est le choix d'une charte graphique. Alors ça c'est compliqué. On peut être un excellent pédagogue, mais pas forcément un très bon graphiste. On peut avoir complètement l'habileté de scénariser des activités pédagogiques motivantes, enrichissantes, mais pas forcément avoir le touch artistique qui permet de bien présenter les choses. Alors, j'ai rassemblé ici pour vous un certain nombre de critères qui permettent de faire une charte graphique et je vais vous montrer un exemple de charte graphique. Une bonne charte graphique, d'abord, c'est une charte graphique qui est sobre. L'élégance, c'est la sobriété, c'est la ligne épurée. C'est le juste nécessaire qui donne une ligne, une allure. Donc, ne surchargez pas vos ressources. Ne mettez pas des choses inutiles. Chaque fois que vous pensez mettre une animation, un personnage ou des choses qui clignotent, etc., dites-vous, à quoi ça sert? Y a-t-il une vraie valeur ajoutée à mettre cela ou pas? Si vous avez le moindre doute, supprimez-le. Au niveau des couleurs, alors les couleurs, bien sûr, vous allez trouver sur le web toutes sortes de choses concernant les couleurs, mais généralement, vous en choisissez 2, voire 3, et vous restez dans cette gamme de couleurs. Vous pouvez éventuellement changer de couleur, par exemple d'un module à l'autre, d'une type d'activité à l'autre, mais il faut que toutes ces couleurs soient vraiment cohérentes et assorties. Donc, le code de couleur doit être signifiant. Une activité, par exemple, toutes les activités de découverte, vous pourrez les faire sur un fond vert clair, par exemple, puisqu'on est dans l'exploration de la découverte, avec un logo qui sera une loupe, par exemple. Et puis, toutes les activités de production, les faire dans une autre couleur, un vert un peu plus soutenu, avec une autre charte graphique, de façon à ce que les couleurs servent aussi de référence pour l'apprenant, pour qu'il sache, qu'ils servent d'ambiance, comme dans une maison, quand on change de pièce, on sait que là, c'est la pièce où l'on cuisine, la pièce où l'on mange, la pièce où l'on dort. Et bien dans votre ressource, le code couleur doit aussi servir à ça, à savoir se repérer par rapport à une ambiance pédagogique que vous voulez créer. L'organisation,
ça fait aussi partie de la charte graphique. Là où vous allez mettre les icônes, là où vous allez mettre les outils de navigation, là où vous allez mettre l'information, les zones à cliquer, là où vous allez faire apparaître et disparaître les différentes choses, assets lorsqu'ils auront été utilisés, c'est extrêmement important. Une autre consigne, c'est de rester sur la même navigation tout au long de la ressource. Là où sont les documents complémentaires, ils devront rester au même endroit. La navigation avant, arrière, le dictionnaire, toutes ces LED, toutes ces choses là devront rester au même endroit tout au long de la ressource. Et lorsqu'un icône sur un écran n'est pas nécessaire, eh bien, il sera supprimé. Et puis, une autre chose très utile dans la charte graphique, c'est de permettre la libre navigation à l'intérieur du contenu. C'est très désagréable aujourd'hui de rester coincé à l'intérieur d'un contenu sans pouvoir revenir en arrière et surtout naviguer dans un menu. Donc, le plus que vous pouvez, permettez la libre navigation à l'intérieur d'un contenu. Je vous propose ici un cahier des charges d'une charte graphique qui a été proposée par un organisme à un prestataire. Donc, la première page ici, ce que vous voyez sur cette première page, ce sont toutes les consignes qui concernent la charte de navigation au sein de la ressource. Donc vous voyez tous les différents écrans avec tous les différents numéros qui correspondent. On dirait vraiment une notice d'un appareil quelconque qui permet d'avancer, de reculer, l'endroit où il y a l'information, l'impression, le son, l'aide, le timeline, l'écran précédent, écran suivant, sortie du module. On a l'impression qu'on est devant une notice d'emploi. Mais vous voyez, ces icônes sont au même endroit, ils sont signifiants, ils vont rester tout au long de la ressource, toujours au même endroit. Et quand ils seront inutiles pour une raison ou pour une autre, simplement l'icône disparaîtra. Alors, après viendra la définition de la charte graphique. C'est comme quand vous faites votre PowerPoint, vous avez des feuilles de style. Et bien, sur votre ressource, là aussi, vous avez des feuilles de style. Vous avez des polices de caractères avec des tailles, des couleurs pour les titres, les sous-titres, la mise en forme. Vous pouvez bien sûr décliner le logo de la marque et décliner des couleurs autour du logo de la marque. Vous allez décider où vous allez mettre les titres, les sous-titres, comment ceux-ci vont être présentés. Ici, vous voyez, surligné ici, il y avait 3 parties dans ce module de formation et chacun des 3 objectifs, donc chacun des sous-unités de cette production, va être mise dans un cadre de couleurs différentes, de façon à permettre une orientation, un repérage à l'étudiant, à l'apprenant qui va suivre cette ressource. Ils ont aussi prévu une mascotte et ils vont définir les caractéristiques de cette mascotte, à quoi elle sert, à quoi elle va ressembler, ce qu'elle va faire, quand est-ce qu'elle va être là ou pas. Après, on donne quelques autres types de conseils. Donc, après l'écran d'accueil, chaque fois, il y aura un sommaire pour présenter les différentes parties du module. Les couleurs vont servir de repère pour l'apprenant. Des consignes sur les vidéos et la façon de les encarter, de les intégrer. OK. Au plan sonore, là aussi, on a donné toutes sortes de consignes pour la charte graphique et la charte de développement. Donc ici, dans cette ressource, ont été identifiés 3 différents types de voix. D'abord, la voix de guidance, qui va juste permettre à l'apprenant de lui dire où il est, ce qu'il doit faire et s'il est perdu, donc les petits conseils de Julie, en gros. La voix des conseillères, c'est-à-dire ça c'est plutôt l'instructeur pédagogique qui va avoir une voix d'instructeur. Et puis la voix des clients pour les scènes. Donc ici, il faut des voix différentes selon des différentes scènes et des voix aussi différentes que possible pour montrer qu'on peut avoir affaire à des clients très différents. Et là, il est bien spécifié qu'il n'est pas souhaité de musique ni sur l'écran d'accueil, ni sur aucun autre écran de l'ensemble des modules. Le choix, la raison, c'est que ces personnes vont suivre ces modules de formation dans un contexte de magasin avec des personnes autour et donc que le son n'est pas favorable dans cette circonstance. Le cahier des charges continue maintenant avec des exemples. Par exemple ici, vous voyez l'écran d'accueil des modules. Là, vous voyez la page de sommaire avec les 3 couleurs qui ont été proposées pour chacun des 3 objectifs. Donc,
ici un écran d'accueil dans la partie 1 et un écran de contenu de la partie 1 sur lequel on retrouve bien tous les icônes de navigation avec ici à l'intérieur les différentes scènes telles qu'elles auront été scénarisées dans le storyboard. Voilà un écran maintenant des bons conseils de Julie sur la guidance. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, un sommaire lorsque la première étape a été franchie. Vous voyez, donc elle devient avec une couleur diminuée. Entrée dans la partie 2, écran de contenu partie 2. Et puis, je vous ai mis aussi quelques écrans d'accueil pour les quiz et toutes les évaluations. Donc vous voyez, écran d'accueil de quiz, écran de contenu quiz, écran d'accueil du bilan, écran de bilan de quiz. Donc si on regarde maintenant tout ça, on voit donc à quoi peut ressembler une charte graphique. Ici, les couleurs sont vives, elles sont gaies, elles sont jeunes. C'est fait pour un magasin mode. Parfois, vous aurez peut-être besoin de faire appel à un graphiste et s'il y a bien une chose que je vous conseille de faire si vous avez un tout petit peu de finances pour votre développement, c'est sans doute de l'utiliser à ce niveau-là, soit pour créer la charte graphique de votre ressource, soit pour créer les mascottes ou les environnements graphiques que vous allez utiliser et déployer après tout au long de votre ressource. C'est extrêmement important. Et maintenant que vous avez tous ces éléments, vous avez les outils, vous avez votre charte graphique, vous avez tous les assets qui sont bien rangés chacun dans les différents fichiers que vous avez créés, eh bien, avec ces outils, vous allez pouvoir assembler tous ces éléments et faire le développement de votre contenu. Une fois ce développement réalisé, eh bien, vous allez sans doute en tout premier le tester. Le faire jouer pour vous un certain nombre de fois pour voir si tout ce que vous aviez imaginé est bien là, si toutes les animations, tous les rétroactions, tous les feedbacks, tous les différents éléments fonctionnent tels que vous l'aviez imaginé. Vous allez ajuster jusqu'à ce que ce soit OK pour vous. Mais vous allez aussi le tester en le faisant tester par des personnes qui sont des personnes de confiance, des personnes qui connaissent le sujet. Ça peut être effectivement les futurs utilisateurs, les futurs tuteurs, mais l'idéal, ça serait que vous puissiez le faire tester par des personnes qui sont vraiment représentatives de vos publics cibles. Une fois que tous ces tests ont été faits, eh bien vous allez pouvoir les publier. Alors, pour les publier, il y a un certain nombre d'éléments et bien sûr, chaque outil va vous permettre de publier des choses de façon différente et ça aura fait partie des critères de choix de l'outil de développement ou des outils que vous aurez choisis. Et donc, vous allez maintenant choisir le ou les formats de publication. Ce format de publication va dépendre en grande partie du site et des endroits de consultation de ces ressources. Vous avez besoin de ressources responsive design qui peuvent être consultées sur différents types de terminaux. Eh bien, il faudra que votre outil de publication vous le permette. Maintenant, vous pouvez aussi avoir besoin de différents formats de publication si cette ressource va être utilisée dans différents contextes. Elle peut être utilisée de façon autonome, auto-formation en ligne, alors elle sera plutôt sous format web HTML, mais elle peut être aussi utilisée, pourquoi pas, dans un contexte de face à face. Et à ce moment-là, peut-être qu'une publication sous un format plus présentation, style présentation PowerPoint, peut être utile. Donc voilà, vous aurez sans doute la possibilité de publier cette ressource sous différents formats. Si vous avez besoin de la mettre sur un LMS pour un format, pour une formation qui doit être tracée, eh bien, vous pourrez choisir le niveau d'interopérabilité attendu et la norme, le standard technique avec lequel vous voulez la publier. Et bien sûr, vous pourrez à ce moment-là la publier. Termine l'étape 3 de production de vos ressources avec ces 3 activités clés: la production de tous les assets, de tous les éléments qui vont constituer la ressource, le développement avec le choix des outils, la mise en place de la charte graphique et l'assemblage de tous les éléments et leur animation dans les outils que vous aurez choisis, et enfin leur publication pour être disponible à vos apprenants dans les environnements d'apprentissage que vous aurez retenus pour eux.